et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée. Mais nous nous excusons de ces jours d'absence indépendamment de notre volonté, mais nous sommes revenus avec plein de pêche pour vous servir, rien que vous servir. Pour ce premier numéro du mois de février, nous ouvrons cette émission spéciale et inédite de la mesure où c'est la première fois que nous recevons en direct sur ce plateau des personnes directement concernées par une maladie. Et pourquoi et dans quel cadre? Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers invités, professeur Nabi, Monsieur Chouala Guirès, Mademoiselle Bilkissa Baldé, d'avoir accepté respectivement notre invitation de répondre à nos différentes préoccupations et celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie. Pour nous pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant, nous allons poser quelques questions à nos différents invités et nous revenons à vous, chers téléspectateurs, juste après le jingle. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour. C'est un thème assez spécial. Communication, leadership et plaidoyer autour du diabète. Le thème qui a été retenu, c'est « Je suis un jeune leader ». Dans la lutte contre le diabète, vous comprendrez tout à l'heure de quoi il s'agit avec les personnes concernées, le professeur Baldé, qui est notre chroniqueur à chaque fois qu'il est là, chroniqueur. Et nous, vraiment, nous vous remercions, professeur. Nous obtenons de vous des enseignements très enrichissants par rapport à cette maladie. Et puis, nous allons parler comment on appelle ça, de cette formation autour du diabète. À la base, cette session de formation aux jeunes vivant avec le diabète est une initiative de la Fédération internationale du diabète de la sous-région, sous-région Afrique, hein, oui, dont vous êtes le président de cette fédération. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'initiative de ce projet à la base? Merci Madame Sissoko, merci d'avoir accepté de nous accueillir sur ce plateau avec des jeunes personnes vivant avec le diabète. J'assume effectivement les fonctions de président de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique et à ce titre, nous avons souhaité dans le cadre de cette formation répondre à un besoin qui est celui de développer au sein de l'Afrique francophone qui a manqué de jeunes personnes diabétiques qui ont su dépasser leur maladie pour s'investir et changer l'image du diabète en Afrique. Nous avons donc pour cela accueilli en Guinée 27 jeunes au total, dont 19 viennent de 10 pays francophones d'Afrique, de Madagascar à la Mauritanie, du Bénin au Niger, en passant par le Congo, le Cameroun. Donc ces jeunes qui viennent d'une dizaine de pays africains ont rejoint leurs amis de Guinée, très bien, Conakry, la capitale, mais également les 4 régions du pays. Nous avons des jeunes qui arrivent de Zérékoré, de Kankan, de Mamou, qui sont venus partager ensemble leur passion de changer des choses qui posent problème autour du diabète dans nos différents pays. Ce sont des jeunes qui ont décidé de s'engager, de dépasser leur maladie, qui maîtrisent suffisamment, qui ont toutes les techniques de gestion du diabète de l'enfant pour faire en sorte que le diabète ne soit plus un handicap pour eux et qu'ils s'engagent maintenant dans la lutte contre toutes sortes de fléaux dont sont victimes les enfants diabétiques, la stigmatisation, l'exclusion, la difficulté d'accès aux soins, les difficultés de communication. Donc nous avons organisé cette formation ici en Guinée, à Koya, Kendomaya. Vous allez nous dire pourquoi, d'accord, allez-y. Et donc le contenu de la formation, c'est d'abord des questions qui touchent au développement personnel de ces jeunes. Ils ont identifié avec les différents formateurs les points qu'ils veulent changer en eux-mêmes
dans leur personnalité, dans leur comportement, dans leur attitude, pour devenir des exemples pour les autres enfants diabétiques et pour les enfants en général. Montrer qu'on peut être malade du diabète, mais qu'en dépit du diabète, on peut vivre sa vie d'enfant, sa vie d'apprenant, sa vie de travailleur, sa vie tout court. Donc, ils vous expliqueront par eux-mêmes les challenges qu'ils se sont donnés à titre personnel. Et puis, nous les aidons également à mieux affiner leur compréhension des défis que lance le diabète dans nos différents pays, pour mieux voir quelles sont les difficultés. Et puis nous les aidons aussi à affiner les projets qu'ils ont, parce qu'ils ne peuvent pas répondre évidemment à tous les problèmes, mais il y a des problèmes qui leur sont accessibles, et pour cela, la formation leur a apporté des outils qui peuvent les aider à agir dans leur environnement. Ce sont des outils de la communication, ce sont les outils du plaidoyer, ce sont les outils de la communication par les réseaux sociaux, etc. etc. Voilà. Professeur, on parle de formation qui s'est déroulée à Koya. Et cette formation s'est basée sur plusieurs volets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le leadership, sur la communication, le plaidoyer. Cette fois-ci, ce n'est pas avec les personnels soignants, c'est-à-dire pas avec les médecins, mais la formation est focalisée sur les personnes vivant effectivement avec la maladie. Et comment ce soit, que cette réflexion vient d'où également? Alors, l'idée générale est de dire que les jeunes diabétiques, comme n'importe quel jeune, peuvent s'engager pour changer la société. Et donc, le focus n'est pas sur la maladie. D'accord. Ces jeunes-là, comme je vous ai dit, ce sont des jeunes qui ont toutes les compétences qu'il faut. Il y en a parmi eux qui ont le diabète depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui ont su surmonter la maladie, qui n'ont aucune complication. Donc, nous avons voulu les aider effectivement à sortir totalement de la maladie. Ils savent comment faire pour gérer les hypoglycémies, les hyperglycémies, etc. Évidemment, il y a une équipe médicale à côté, au cas où, mais nous n'avons eu aucun problème sérieux. En vous voyant parler, professeur, je me dis, cette idée première vient de vous, en tant que président de la fédération, ou c'est un collège de médecins diabétologues qui a mis à l'œuvre cette feuille de route pour permettre aux jeunes vivant avec la maladie de se prendre en charge, parce que ça, c'est une responsabilité. Alors, il s'agit d'un projet collectif, mais je dois avouer que c'est une idée qui me tenait particulièrement à cœur dans mon engagement au sein de la Fédération internationale du diabète. Vous savez que la Fédération internationale du diabète, c'est une fédération d'associations de patients, mais c'est également aussi une société savante. C'est par exemple la Fédération internationale du diabète qui publie les données les plus actualisées sur la situation du diabète dans le monde. Le nombre de patients, la progression, l'accès aux soins, etc. etc. C'est la principale organisation qui génère des données qui sont utilisées par tout le monde pour savoir comment évolue la situation du diabète à travers le monde. Et lorsque je me suis engagé personnellement, parce qu'il s'agit de mandats électifs, on est d'abord chair élect, président élu avant d'être président. On attend 2 ans. Pendant ces 2 années de préparation à mes fonctions de président, j'ai discuté avec un certain nombre d'experts au sein de la région africaine et défini avec eux des priorités. Et une des priorités sur lesquelles je voulais absolument m'appuyer était de développer, je pense, cette capacité des jeunes de nous aider, d'apporter leur dynamisme, d'apporter leur talent, d'apporter leur fraîcheur dans la lutte contre le diabète auprès d'associations qui parfois sont perçues comme plus lentes à agir, plus difficiles à se mettre en route. Et lorsqu'on a regardé la situation, il y avait quand même déjà 13 jeunes leaders du diabète dans la région africaine, mais tous les 13 étaient dans la partie anglophone de l'Afrique. Nous avons donc souhaité organiser d'abord une première formation pour la partie francophone et contacter pour cela tous nos collègues professionnels et les membres des associations de ces différents pays pour organiser cette formation-là. Donc la formation est centrée sur le plaidoyer,
la communication et le leadership, le management de projet, parce que ce qu'on espère, c'est qu'au terme de cette formation, ces jeunes-là qui auront affiné ce qu'ils veulent changer de l'image du diabète dans leur pays respectif vont pouvoir écrire quelque chose. Nous allons les supporter avec les associations des différents pays pour obtenir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent réaliser ces activités et nous espérons qu'ainsi, progressivement, ils vont s'investir au sein de leur communauté, dans leur pays et demain à l'international parce que, comme vous le savez, le combat contre le diabète est un combat qu'il faut mener évidemment à plusieurs niveaux, à l'international comme à l'intérieur des pays. Alors, nous avons deux autres invités. Monsieur Girès, mademoiselle Bilgissa. Chacun de vous a une histoire à nous raconter, n'est-ce pas? On commence par vous, bien évidemment. Bilgissa, vous vous appelez Baldé Bilgissa. Vous êtes guinéenne et puis vous vivez avec la maladie, le diabète. Vous avez une histoire à nous raconter? Bien sûr. Allez-y. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à remercier le président de l'IDF, qui est professeur Nabi Moussa Baldé, et ses collaborateurs, parce que c'est avec grand plaisir que je vais les remercier de tout l'effort qu'ils font pour nous, les jeunes diabétiques. Et vraiment, merci beaucoup à professeur Nabi. Alors, l'association s'appelle IDF Africa Young Leaders in Diabetes, c'est ça? Advocacy Camp Kundumaya, Guinée, c'était le 17 février. Hein, oui, c'est ça. Voilà, la clôture, le début et la fin de la formation. Alors, nous vous écoutons, Baldé. Moi, je suis Bilgissa Baldé, comme l'a dit Madame Sissoko. Je suis diabétique depuis 17 ans maintenant, 8 mois de cela. Et j'ai eu mon diabète à l'âge de 5 ans. Je vivais aussi avec mes parents. Au début, ça a été difficile parce que j'ai été découverte diabétique avec une glycémie de 2,35. Et ça n'a pas... C'est quel type de diabète ça? Diabète de type 1. Très bien. Voilà. Et quand on a découvert que j'étais diabétique, il a fallu aller m'hospitaliser, faire des soins. À Conakry. Très bien. Et ça n'a pas été du tout facile pour un début d'accepter que j'étais diabétique. Mais avec l'aide des médecins, des soignants, par fini, j'ai pu accepter que j'étais diabétique. Et quand j'ai accepté que j'étais diabétique, et là, il fallait que j'aie des moyens pour vraiment comprendre ma maladie. Il fallait que je sois enseignée, il fallait que je sois vraiment formée pour ça. Et pour ça, les médecins vraiment ont assuré. Parce que sans l'aide de... Ok. En venant me conseiller ça, c'est d'abord, en disant que le diabète c'est ça, me faire comprendre que vraiment le diabète n'était pas une maladie mortelle, que c'était vraiment quelque chose qu'il faut supporter, c'est pas une fatalité d'être diabétique. Et avec les autres situations, je me suis dit, ouais, j'avais des petits soucis à l'école, voilà. Mais par après, j'ai fini par comprendre et je me suis dit, ouais, le diabète n'est pas une fatalité. Avec tout ce que j'ai appris. Déjà sûr. Voilà. Et avec tout ce que j'ai appris, je me suis dit, avec la réalité, j'ai pu avancer mes études. J'ai pu vraiment voir de loin que j'étais capable de réaliser des choses qu'une bonne personne qui n'est pas diabétique peut le faire. Voilà. Alors, vous êtes sorti, Bilgissa, vous êtes sorti d'une formation en communication leadership et en plaidoyer. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette formation, mais à travers vous, évidemment? Merci aux formateurs et aux gens qui l'ont organisé. Voilà, parce que ça m'a été d'une grande importance de participer, de voir déjà non seulement la présence de mes autres amis diabétiques venant de différents pays. Cela m'a donné de l'espoir en plus. Ça, c'est un. Et secondo, la formation m'a vraiment apporté grand chose. En commençant d'abord, j'avais un peu de différence au niveau de la communication. Et là, après la formation, je me dis que je suis prête. Là, je peux vraiment faire quelque chose. Pas prête entre nous trois ici, hein? Entre toute une communauté vivant avec le diabète. Voilà, c'est ça je veux dire. Je suis prête à vraiment affronter les autres et faire passer le message. Le message. Très bien. Alors, Bilgissa, c'est ça, les perspectives, parce que vous ne vous limitez pas seulement à vous prendre en charge, à lutter, mais c'est pour aider les autres aussi à être comme vous. Est-ce que le professeur voulait mandater et après cette formation, de former d'autres personnes aussi, ou bien sinon? Alors, déjà, il joue le rôle de père éducateur pour leur
pour les autres enfants diabétiques, parce que ce sont des experts du diabète. Et je peux vous dire que n'importe quelle question qui tourne autour de la maladie, le diagnostic, les soins, les complications, comment faire ci et ça, c'est vraiment des experts. En diabète, absolument, absolument, absolument. Alors, nous voulons écouter aussi l'histoire de Giresse Chouala, camerounais, qui séjourne actuellement à Conakry pour servir, demain ou après-demain, vous rentrez pour servir le pays. Oui, effectivement. Bon, déjà, je me présente. Je m'appelle Chouala Djoussé Giresse. Je suis camerounais, comme il a été dit, et j'ai 22 ans maintenant. Très bien. Mais dans ces 22 ans, j'ai 13 ans et 5 mois de maladie avec le diabète, déjà. Donc, dès le départ, j'ai eu un petit souci, même à mon dépistage d'abord. Parce que le médecin qui m'a dépisté, en fait, a pris quelques temps, il a pris près de 5 heures de temps pour faire mon dépistage. Il a fallu que je l'informe d'un truc pour qu'il puisse vraiment songer à ce que ce soit le diabète. Puisqu'en ce moment-là, c'était en 2005, je peux dire la population ne connaissait pas encore trop cette histoire du diabète. Ils disaient, bon, ça c'est une maladie des vieux, des grands et tout. Et des riches en plus. Et des riches en plus, effectivement. Des riches. Donc, c'est après l'avoir informé que j'ai constamment tendance à aller uriner, à aller pisser, tout et tout. Boire beaucoup c'est aussi. Où il a songé maintenant à faire un test de glycémie. D'accord. Donc, on a découvert que j'étais à 3,15 déjà. Waouh. Oui. Donc, mes débuts avec la maladie étaient un peu compliqués, si je peux dire comme ça. Parce que, bon, déjà, j'étais suivi dans un centre à la capitale, Yaoundé. Oui, bon, mais là, il y avait un souci, c'était que les médecins, on dirait qu'ils n'avaient pas connaissance vraiment de la maladie. Parce que, par exemple, le traitement du diabète pousse le patient à se prendre de l'insuline constamment pour rester en équilibre comme toute autre personne normale. Bon, là, maintenant, il y avait le souci du fait que eux, ils avaient souvent tendance à, je peux dire, à s'embrouiller, si je peux dire comme ça. Genre, ils peuvent m'injecter de l'insuline maintenant. 2 heures après, c'est un autre médecin qui entre et me fait encore une autre injection. Ce qui fait que les doses ne font que s'accumuler et constamment, je me retrouvais en état d'hypoglycémie sévère. Et je me retrouvais aussi dans le coma. Bon, maintenant, j'ai pris la peine de bien me former parce que 13 ans de vie avec une maladie, si on veut vraiment survivre, on a besoin de cette formation-là. De connaître qu'est-ce que c'est que la maladie, comment se prendre en charge et comment former surtout notre environnement avec qui nous vivons. Parce qu'on dit le premier médecin d'un diabétique, c'est lui-même, premièrement. Et ensuite, il va venir sa famille, son entourage et les médecins qui sont toujours présents pour nous recadrer en cas de problème. Donc, voilà un peu ma situation de vie présentement. Et bon, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il puisse nous accompagner et toujours nous donner des occasions comme celle-ci. Au retour, professeur, la sélection, comment ça a été? Comment ils se sont retrouvés tous ici, Camerounais, Béninois, Guinéens? Peut-être que vous avez apporté quelque chose. Les autres, comment ça a été? Alors donc, on a défini un profil de jeunes qu'on voulait avoir à cette formation. C'était des jeunes de 18 à 25 ans. Pour prendre des majeurs, parce qu'il peut y avoir évidemment des difficultés pour voyager, arriver aussi loin de Madagascar, etc. Le voyage est long, il faut donc des personnes capables de voyager toutes seules. Il faut des jeunes qui maîtrisent suffisamment bien leur maladie, qui ont dépassé, vous avez entendu dans toutes les deux histoires, comment au début il peut y avoir des difficultés à accepter la maladie et à acquérir toutes les compétences qu'il faut pour s'affranchir des contraintes du traitement. Et puis on voulait des jeunes qui aient envie d'aider, qui aient envie de s'investir, qui aient envie de s'engager. Des jeunes dévoués. Exactement. Et c'est vraiment l'exemple de ces jeunes-là. Et je pense qu'ils peuvent vous dire, avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'à titre personnel, ils veulent changer et ce qu'ils ont décidé de changer dans leur environnement. D'accord. Professeur, c'est une évidence et c'est une occasion aussi pour vous, en tant que président de la fédération, de réaliser vos projets, vos initiatives dans votre pays d'origine. Mais cette fois-ci, vous avez quitté Conakry pour aller à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Vous avez voulu éviter quoi? Alors, nous avons voulu être au calme avec ces jeunes. Nous avons voulu vivre paisiblement dans un endroit protégé. Nous sommes dans un monastère
avec des prêtres. Et nous avons voulu vivre avec les enfants, leur quotidien, et réaliser avec eux que l'alimentation d'une personne diabétique, notamment de jeunes diabétiques, il n'y a pas de contrainte. C'est une alimentation équilibrée. Nous mangeons beaucoup de fruits, nous mangeons beaucoup de légumes, nous réduisons la consommation de sel, de sucre, d'huile. Nous pratiquons de l'activité physique avec ces jeunes-là. Nous organisons des excursions, nous faisons des matchs de football. Nous poussons chacun de nous à se surpasser. Exactement. Physiquement, mentalement, socialement, etc. C'est une vraie école de vie au bout de laquelle j'espère que ces jeunes repartiront plus outillés. Exactement. Voilà, plus renforcés avec plein de choses qui vont les aider à avancer dans leur vie propre et puis à aider aussi leur... À leur retour, ces jeunes seront coachés, parrainés par des professionnels Exactement. de santé. D'abord, on le fait en association, enfin en liaison avec les associations des patients. Sur place. Exactement. Très bien. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est insuffler un dynamisme nouveau à l'intérieur des pays en s'appuyant sur la jeunesse. Vous connaissez la force de la jeunesse quand elle s'engage et c'est ce qu'on veut. Alors, on veut effectivement surfer sur leur dynamisme, sur leur fraîcheur, sur leur engagement pour essayer de booster un peu la lutte contre le diabète dans les différents pays à travers les associations. Donc, ils seront suivis à travers les associations, ils seront suivis par le bureau de la Fédération internationale du diabète pour la région Afrique, mais pour ceux qui voudront et qui auront les capacités d'aller à un niveau plus élevé que le niveau national, ils seront également suivis par la Fédération internationale du diabète au niveau mondial. D'accord. Alors, je crois que nous allons suivre notre premier élément, si c'est prêt. Et puis, on va revenir sur le plateau pour continuer cette causerie dans les différents... Nous sommes aussi à Chou aujourd'hui, hein? Ou bien nous sommes toujours à Koya. Ben, si le premier élément est prêt, nous sommes toujours à Koya, nous ne sommes pas à Conakry. On a besoin de ce retrait pour vraiment nous épanouir, hein? Faire le sport et puis voilà, dégager... voilà. Si l'élément est prêt, on le passe. Sinon, on continue avec des questions. On continue. Alors... Moi, c'est Kanti Reistata du Mali. Je suis diabétique. Un enfant diabétique non déclaré, on t'amène à l'hôpital, au centre de santé, avec une glycémie hyper, je dis bien hyper élevée. Les médecins ne font pas de contrôle, ils t'injectent des sérums, mais c'est la mort directe. Mais moi, c'est ma maman qui m'a sauvé de ça. Il y a plein d'enfants qui on les met de côté parce que, comme quoi ils sont diabétiques. Je m'appelle Maniatunga Parfait, je suis burundais. Dans la société, c'est difficile parce que aujourd'hui, moi c'est facile dans ma famille, c'est simple. Mais il y a les autres qui vivent difficilement dans leur famille parce que, oui, ils sont des diabétiques. On ne peut pas les comprendre. Vous savez, si tu as déjà antédiabète, on t'aurait parce que plusieurs familles n'ont pas de moyens. Alors, nous revoilà encore sur le plateau. Ben, ça a changé, professeur Akité. Il y a une autre demoiselle qui est là. Elle s'appelle, comment déjà, Adriana Tenaina Ezra. C'est ça, Manoa. Oui. Ben, tu es toute mignonne. Alors, on va écouter aussi ton histoire, mais on était avec Monsieur Giresse qui disait donc au retour, qu'est-ce que vous avez envie de faire changer, qu'est-ce que vous voulez faire changer et arriver au pays. D'accord. Bon, là maintenant au Cameroun, nous faisons face à un très gros souci, surtout nous les diabétiques. Nous avons un souci au niveau de l'insertion socio-professionnelle. Parce que déjà, lorsque nous arrivons par exemple devant un bureau pour déposer une demande de travail et tout, dès qu'on voit déjà marqué sur le CV par exemple, diabétiques qui disent carrément que non, nous n'aurons pas les compétences nécessaires pour le faire. Alors, et pourtant, nous avons besoin de ça pour pouvoir... Vous avez déjà fini l'université, la formation? Effectivement. Mais vous êtes encore dans les difficultés pour avoir du boulot. Pour avoir du boulot, effectivement. C'est le cas aussi de Bilguissa?
Non, moi je finis cette année ma licence. D'accord. Vous avez quand même fait quelques stages quelque part? Ouais. D'accord. Ça n'a pas posé de problème? De mon côté, non, mais Pour le moment. c'est les amis, je crois, ouais. Oui, d'accord. Donc, Adriana, Tainana, Ezra. Alors, racontez-nous, vos amis ont tout à l'heure raconté leur histoire. Nous voulons écouter aussi la vôtre. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Et merci aux formateurs, merci au professeur Nabi de m'avoir donné cette chance d'être en Guinée, d'être formée sur le leadership, la communication et sur le plaidoyer. Et je me présente, je suis Andjianante Naina Manu, j'ai 19 ans, je viens de Madagascar et j'ai le diabète depuis 9 ans et 3 mois. C'était en décembre 2009. Eh bien, premièrement, mes parents n'ont pas consulté un docteur. J'étais fatiguée, j'urine beaucoup, j'avais beaucoup soif et même c'est ma petite sœur qui m'aidait à porter mes cartables. Eh bien, tout le temps fatiguée. Oui, tout le temps fatiguée. J'étais vraiment très mince. Et même mes professeurs, ils disaient « T'es très mince, toi. Tu devrais manger ceci, manger cela. » Et c'est après ça que mes parents ont tiqué. Ils ont dit « Ah, toi, t'es malade. » Ils m'ont porté chez un médecin. Eh bien, lui n'a pas reconnu que c'était le diabète. Eh bien, il a donné des vitamines, m'ont dit que tu dois manger ceci. Et même mes parents, eux, ils me donnaient des jus sucrés, quelque chose de sucré, yaourt sucré, puisque j'étais fatiguée. Eh bien, ça, en fait, ça a aggravé la situation, maladie. La maladie. Oui. Et puis, on m'a emmenée à l'hôpital. J'étais vraiment très faible. Ma mère, elle a paniqué. Vraiment, j'étais tellement faible. Et c'est là qu'ils ont fait l'analyse. On a attendu l'analyse. Et c'est là qu'on a trouvé que j'étais diabétique. Le taux de glycémie était vraiment high. La machine n'a pas pu lire. Et direct hospitalisation en urgence. J'étais en coma pendant 3 jours. Et bien, c'est là qu'on m'a réanimée. Et puis ça s'est bien passé après ça. Mais après l'hospitalisation, on m'a envoyé chez l'association, chez nous, c'est l'Amadia. On m'a envoyé à l'Amadia pour le suivi du diabète. Là-bas, c'était un peu difficile puisque le docteur, eh bien, il m'a dit que tu ne dois pas manger ceci, surtout les glaces. En fait, au début, le traitement, il y avait des restrictions d'abord. Et c'est après, 2 ans après, que l'information passait que les jeunes n'ont pas besoin de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela. Ils peuvent tout manger. C'était 2 ans après. Eh bien, avant, je dois vivre avec les restrictions. Bon, c'était assez difficile. Très difficile. Oui. Et j'avais peur des seringues aussi avant. Vraiment, je n'arrivais pas à piquer seule. Alors, vous êtes tous sous glycémie, là? Sous l'insuline, plutôt? Oui, on est... Ouais. Oui, Ben, je vois, vous avez chacun une petite boîte, là. Qu'est-ce que tu emmènes, toi? Ah non, moi j'ai laissé dans la d'accord. Je pensais que c'était ta piqûre. Non. Et toi, qu'est-ce que c'est dans la boîte? Bon, ce que j'ai en main là, c'est un instrument de test de glycémie appelé glucomètre. D'accord. Voilà. Vous marchez avec? Oui, effectivement. Toi aussi, Ouais, pareil, c'est mon appareil de contrôle et toujours accompagné de mon sucre parce que là, c'est mon porte-bonheur. Sucre diabète ou sucre de chez nous? Sucre, le bec. C'est mon porte-bonheur. Ah bon? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Mais il y a un sucre pour les diabétiques, non? Oui, il y en a. Pourquoi toi, tu gardes le sucre que nous autres mangeons? Pourquoi? Non, je crois que là, c'est un peu gauche de dire sucre diabétique. Voilà. Moi, je dirais plutôt que c'est un sucre que quiconque peut manger pour maintenir sa forme. Voilà. Parce que ces sucres que nous détenons là, c'est en cas d'hypoglycémie qui peut survenir à tout moment et n'importe où. Et même en présence de notre émission, on peut faire une hypoglycémie. Mais vu que c'est dans ma poche, là, c'est plus facile.
et j'ai pas besoin Je de reste, bouger par vous avez du sucre? Oui. Ah, d'accord. C'est sûr. Ok. Ben, c'est une situation un peu délicate. Hein? Alors, vous êtes des braves personnes. Et puis, alors, aujourd'hui, la formation est déjà pris fin. Ezra, et vous retournez à Madagascar. Alors, qu'est-ce que vous allez... Votre contribution va être comment? Va être quoi auprès de la communauté qui vit avec cette maladie? D'accord. Eh bien, à Madagascar, on a beaucoup de problèmes, surtout au niveau des parents. Les parents, eh bien, ils n'acceptent pas la maladie de leurs enfants. Et il y a des cas chez nous où les parents n'acceptent pas de donner de l'insuline à ses enfants. Ils refusent carrément pas d'insuline. Et il a eu une petite fille qui était morte à cause de ça, parce que les parents n'ont pas accepté. Et des fois aussi, il y a des parents qui viennent à la Madia, puis après ils se retirent. Non, ils retirent. Et c'est après des années, un an, avec les complications, qu'ils retournent là-bas. Et bien là, c'est le désordre total. Donc, j'aimerais éduquer les gens à Madagascar pour qu'ils comprennent l'importance de l'insuline pour les enfants, puisque les enfants ne peuvent pas vivre sans insuline. Et il faut faire comprendre aux parents donc que c'est très important, et les soutenir moralement aussi, pour qu'ils puissent faire face à leur maladie. Devant la maladie de leurs enfants. D'accord. Et ça, c'est mon premier projet. Ton combat, d'accord. Merci. Et le deuxième, c'est un peu plus grand, puisque l'insuline chez nous, c'est vraiment très cher. 30 000 arrières, je sais pas c'est combien. 30 000 arrières, c'est vraiment cher chez nous. Et en plus, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein, oui, c'est pas à la portée de tout le monde. Et j'aimerais plaidoyer une subvention au niveau de l'État malagasy pour qu'il puisse aider les jeunes, tout le monde qui utilise de l'insuline, pour que ça soit accessible. Pour qu'il y ait un prix pour les personnes vivant avec cette maladie. Oui, alors, comment elle va, cet autre combat, comme tu l'as dit, hein, que ça va être, ton deuxième projet va être plus grand, c'est le plaidoyer. Et demander à l'État de faire une subvention pour les personnes vivant avec la maladie. Comment ça va être, par qui, par quelle porte tu vas taper, qui vous allez contacter, comment ça va être? Parce que c'est pas un peu facile, comme vous l'avez dit. Oui, c'est pas facile du tout. Je remercie encore nos formateurs. La formation, c'est grâce à cette formation-là que j'ai pu réaliser qu'on peut faire quelque chose, que je peux faire quelque chose. Pour ton pays. Oui, c'est grâce à cette formation-là que je me suis dit que je peux faire ça. Eh bien, je rédigerai un projet. Très bien. Que je présenterai à la ministère de la Santé chez nous. Bien, je ferai le porte-à-porte, comme pour les demandes de bourse quand ça bloque. Je ferai ça. Et je parlerai aux autorités qui pourront m'aider à cela. Je parlerai aussi au docteur de la Madia. Ils pourront bien m'aider. Très bien. Tout le monde. Alors, c'est la même lutte, Bilguissa. Plaidoyer auprès de qui? J'irais auprès de qui au retour au pays? Bon, déjà pour nos plaidoyers, c'est vrai que nous avons suivi une formation, mais je ne pourrais pas personnellement dire que je suis déjà prêt tout seul à me lancer pour cela. Nous avons toujours besoin de soutien dans ce cadre-là. Donc, j'aurais à faire appel à nos associations camerounaises, j'aurais à faire appel à nos personnalités, j'aurais à faire appel à l'IDF qui nous a donné cette occasion de pouvoir acquérir des éléments qui vont nous aider à mener notre combat contre le diabète. Alors, le projet de Bilguissa? Moi, mon projet, je commence d'abord par aider les jeunes malades diabétiques de type 1 de surmonter leur maladie. Ça d'abord, c'est primordial, je crois, vu que ça n'a pas été facile à mon niveau, et
Je sais aussi que ça ne sera pas facile sur les autres parce que c'est pas du tout facile d'accepter qu'on est diabétique et de vraiment vivre avec, faire des activités avec. Et en faisant, en les aidant à surmonter cela, il me faut passer par des sensibilisations et cela va prendre un peu plus de temps, mais je crois qu'avec la formation, je peux le faire. Et je ne serai pas sûre, il va falloir que je travaille avec l'association en place dans mon pays, en Guinée ici. Il y en a déjà, non? Il y en a déjà qui est la GIAD et je vais travailler avec eux en même temps avec les personnels de santé. Voilà, parce que je ne suis pas seule. Voilà. D'accord. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est vraiment lutter contre la stigmatisation des jeunes diabétiques. Et quand je parle de stigmatisation des jeunes diabétiques... Ça a été ton cas, Bildissa? Ça n'a pas été mon cas, moi, mais à l'égard de mes amis ici, parce que j'ai vu, ils m'ont parlé. D'accord. Voilà, et ça m'a beaucoup touché d'apprendre qu'un jeune diabétique qui a fini ses études, qui veut un travail dans son pays et qu'on refuse de lui donner parce que le jeune est diabétique, on se dit tu n'es pas capable. Mais non, ça me fait du mal quand je l'apprends. Et je me dis, après la formation, je suis outillée déjà de comment m'y prendre, que ce soit en communication, que ce soit en stratégie, comment s'y prendre. Je crois que là, maintenant, je pourrais vraiment aider les gens. Très bien. Ouais. Ezra? Oui. Alors, le retour, c'est pour quand? Mardi. Mardi. Oui. Giresse? Oui, le retour est prévu pour lundi. D'accord. Oui. Bilkis, nous restons ici au pays. Ouais, effectivement. Très bien, nous continuons le combat ensemble. Et nous allons encore recevoir ici, sur ce plateau, professeur Nabi Moussa Baldé, le grand lead de cette formation pour nous apprendre qu'est-ce que le reste des détails par rapport à cette formation en leadership, en communication et en plaidoyer. Professeur, je disais donc que cette formation a prévu quelque chose comme budget substantiel pour organiser ce retrait. Qui sont vos partenaires techniques et financiers? Alors, je vous remercie. Vous avez écouté les histoires personnelles de ces enfants. Ce sont des histoires extrêmement touchantes, vraiment. Touchantes. Oui. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, vous avez vu par quel obstacle, par quel défi ces enfants sont passés et la positivité qu'ils ont par rapport à tout cela. Tout à fait. C'est une initiative de la Fédération internationale du diabète. Nous avons des partenaires financiers qui ont soutenu la Fédération internationale du diabète pour que celle-là puisse nous mettre à disposition les ressources. Évidemment, les ressources sont toujours insuffisantes par rapport aux défis. Nous avons pu couvrir actuellement le budget pour l'organisation de cette session de formation. Nous avons aussi intégré dans le cadre de ce budget un peu de ressources pour pouvoir soutenir le démarrage des activités que ces enfants veulent mettre en œuvre, chacun dans leur pays respectif. Et ensuite, on va poursuivre. C'est à chaque étape... Il y aura un autre modèle de formation, d'autres volets? Disons que c'est par étapes. Là, ils ont suivi une formation initiale. On les met à l'œuvre. On les soutient, on les accompagne. Professeur, ils seront évalués pour savoir si ils sont aptes. Ils vont s'auto-évaluer, ce sont des leaders. Ce sont des leaders. Ils vont s'auto-évaluer, déterminer ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et regarder comment ils ont envie de prolonger ce combat, puisqu'il s'agit d'un combat. Et pour, comme je vous l'ai dit, les plus motivés parmi eux, on pourra, avec le support de la Fédération internationale du diabète, regarder comment ils peuvent agir au-delà des pays. Parce qu'au niveau mondial, il y a besoin de plaidoyer, il y a besoin de communication sur le diabète. Comme vous avez entendu dans ces histoires, malheureusement, il y a encore des parties du monde où les parents et même les soignants parfois oublient que n'importe quelle personne peut être diabétique.
à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour cela. Justement, dans ce reportage, il y a la demoiselle a fait cas, quand on vient à l'hôpital, on te place comment ça s'appelle, du sérum glucosé. Du sérum glucosé sans savoir si on est diabétique ou pas. Alors justement, professeur, c'est une occasion pour l'ancien médecin, un appel à ces médecins débutants. Peut-être que c'est des stagiaires, ils ne connaissent pas, sinon... il y a un problème de compétence. Il y a parfois aussi un problème de moyens. C'est la deuxième partie de l'émission. Les téléspectateurs certainement ont envie de vous poser des questions. Aucun problème. Et professeur, est-ce que vous avez envie de faire passer un message? Alors, le message, c'est de dire, le diabète, ça nous concerne tous. Aujourd'hui, nous avons autour du plateau des enfants diabétiques. Mais le diabète ne fait pas dans le détail. Il concerne tout le monde, indépendamment de l'âge. Et donc, il faut avoir le réflexe de regarder si une personne est diabétique avant de décider de conduire son traitement, avant de décider de mettre en œuvre les soins. Et aujourd'hui, nous travaillons en Guinée, plus précisément, avec la direction de la santé communautaire pour intégrer les modules diabète, hypertension, notamment dans la santé communautaire. Nous faisons la même chose avec les autres grands programmes de santé, comme les programmes de protection maternelle, comme les programmes tuberculose, mais également VIH. Très bien. Allô? 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 Bon, nous allons continuer. Donc, vous voyez, ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'intégrer la prise en compte du diabète à bas âge à toutes les étapes, à tous les niveaux. Parce qu'effectivement, quand un enfant est malade, il faut penser au diabète. Quand un enfant est déshydraté, il faut penser au diabète. Quand un enfant est dans le coma, il faut penser à la possibilité d'un diabète. Détail. Exactement. C'est important. Allô? Bonsoir madame, vous allez bien? Très bien. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez, monsieur? Je vous appelle de Coloma. Très bien. Éloignez-vous de votre poste téléviseur pour que nous puissions vous entendre bien. Vous avez une question pour professeur Nabi? J'ai une question. Je voudrais savoir si une personne souffrant de diabète peut manger des fruits qui sont sucrés, par exemple les oranges, les bananes, la papaye. Je pense que c'est l'occasion à nos jeunes leaders. Voilà, nous avons aujourd'hui, le professeur refuse de répondre à cette question. Il ne refuse pas, mais il donne la possibilité à ces jeunes qui ont été formés à cela d'essayer de répondre. Peut-être qu'il va revenir à la charge pour... Alors, Bilgissa, il demande si quelqu'un qui a cette maladie, le diabète notamment, peut manger des fruits sucrés. Effectivement, qu'une personne souffrant du diabète doit manger des fruits, c'est pas interdit. Et c'est déjà important de prendre ça à chaque repas. Voilà. Là, c'est pas un interdit au fait chez les personnes diabétiques. Il faut qu'ils retiennent ça. D'accord. Mais à tout moment, à n'importe quel... Non, pas à tout moment. Très Pendant bien. les heures de repas, c'est possible. Il y a des tranches d'heures. Très bien, voilà. d'accord. Professeur, il faut respecter les heures de repas pour tout le monde. D'accord. Nous avons tous besoin de manger à heure régulière. Dans le cadre de ces repas réguliers, les fruits et les légumes sont des éléments particulièrement importants pour préserver sa santé et empêcher la survenue de toute une série de maladies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, le cancer, etc. Donc ce sont des aliments qui sont très importants pour le maintien de la santé et ce sont nos aliments de base justement à Koya dans le cadre de cette formation-là. Nous mangeons suffisamment de fruits et suffisamment de légumes. J'adore les fruits, professeur. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Mon nom c'est Mohamed Kana, je vous appelle depuis Anta. Anta. Vous avez une question pour nos invités? Non, j'avais une question par rapport au docteur. Si avec le diabète qui prend un petit âge, ils ont planifié à organiser des dépistages au niveau de l'école. Alors, professeur, vous avez compris? Oui, nous avons organisé beaucoup de séances de dépistage et notamment l'année dernière à l'occasion de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre, nous avons organisé du dépistage dans toutes les structures sanitaires publiques de Conakry en association avec la direction de la santé de la ville de Conakry pour justement attirer l'attention sur la nécessité de décentraliser et d'intégrer la prise en compte du diabète dans le quotidien des soins, dans toutes les unités de soins.
Nous l'avons fait partout à Conakry l'année dernière et on va recommencer encore cette année. Inch'Allah. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Kenyan? Alors, votre question, s'il vous plaît. Béyanzin. Je voudrais poser la question à docteur. D'accord. Allez-y. Comment le diabète s'installe chez les enfants? Alors, professeur, vous allez répondre à cette question. Oui, pour aller... Ok. Merci pour votre question, monsieur. Le diabète de l'enfant est une maladie auto-immune. Auto-immune. C'est une maladie dans laquelle, à un moment donné, le corps détruit une partie de ce même corps. Ce qui est détruit, ce sont les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Et ça permet de dire que ce diabète correspond donc à un manque aigu d'insuline. On ne peut pas vivre sans insuline, donc il faut trouver le diagnostic et apporter l'insuline et le problème est réglé. Donc ces enfants diabétiques qui ont donc un diabète de type 1, la seule chose que les médecins ont à leur apprendre, c'est comment manipuler l'insuline pour augmenter la dose, la diminuer en fonction de l'activité physique, en fonction des repas, en fonction de ce qu'ils ont planifié de faire. C'est quelque chose qui manque qu'on remplace. La raison pour laquelle ce quelque chose manque, c'est parce qu'il y a une maladie auto-immune qui a détruit les cellules qui fabriquent l'insuline. Donc, c'est totalement injuste de stigmatiser les enfants et de tenter de les culpabiliser. Ce n'est pas parce qu'ils ont mangé des bonbons, des biscuits, du chocolat qu'ils sont devenus diabétiques. Ça n'a rien à voir avec le diabète de l'adulte. Dans le diabète de l'adulte, une partie du problème est due à la mauvaise alimentation. Dans le diabète de l'enfant qui est traité par insuline, c'est une maladie qui n'a rien à voir avec l'alimentation. Ils n'y sont pour rien. Donc c'est totalement injuste de les accuser et de les mettre au coin. Et du coup, l'alimentation qu'on leur propose, c'est une alimentation normale, équilibrée, variée, qui devrait être accessible à tout individu. Voilà pourquoi il est si injuste dans les familles de mettre l'enfant diabétique de côté et de lui dire « bon, toi tu manges ça et nous autres on va manger ça ». C'est l'alimentation saine et équilibrée qui doit s'appliquer à tous, avec des heures régulières de repas. Donc rien d'exceptionnel. D'accord. J'espère qu'il a compris et qu'il prendra note. Allô, oui, monsieur? Allô, je suis l'émission là. Très bien. En rapport avec le diabète. Très bien, nous vous écoutons. Votre nom d'abord, monsieur? Je me nomme Salani Diaby, je suis à Sanaya. D'accord, nous vous écoutons très rapidement. Bon, c'est justement pour poser la question, est-ce que le diabète est guérissable? Est-ce que ce que je constate, ce n'est pas en rapport avec l'alimentation? Quand on règle son alimentation, c'est en fonction de ça où le taux de glycémie monte et il descend. Dans ce cas, pourquoi ne pas conseiller aux gens de régler l'alimentation pour ne pas contracter le diabète? Est-ce que le diabète est héréditaire? Parce que souvent, les gens se disent est-ce que le diabète est héréditaire? Voilà les enseignements que je voudrais à Très bien. Il est mieux placé, vous comprendrez tout à l'heure si il est guérissable, il est héréditaire, si c'est lié à l'alimentation. Alors, nous vous écoutons, professeur. Alors, très rapidement, puisqu'on manque de temps, il n'y a pas un diabète, il y a des diabètes. Le diabète pour lequel nous parlons aujourd'hui, le diabète de l'enfant, je répète, il n'a rien à voir avec l'alimentation. Ce n'est pas parce que ces enfants ont mangé sucré, salé, gras, qu'ils n'ont pas fait d'activité physique, qu'ils sont devenus diabétiques. C'est une maladie auto-immune. On détruit les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Il n'y a pas d'insuline. Il faut remplacer l'insuline. Une fois qu'on a remplacé l'insuline, c'est fini. Ces enfants sont nés avec cette anomalie? Non, cette maladie auto-immune peut arriver à n'importe quel âge de la vie, mais c'est plus fréquent chez l'enfant. Voilà pourquoi c'est principalement chez l'enfant où on l'observe. Mais ça peut arriver même à un âge plus avancé. Donc,
pas de problème d'alimentation à l'origine et donc pas de problème d'alimentation au traitement. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation pour eux. Les médecins leur conseillent d'avoir une alimentation équilibrée, variée, à heures régulières, comme on conseille à n'importe quelle autre personne. Maintenant, si vous considérez le diabète de l'adulte, le diabète de type 2, le diabète de l'enfant, c'est le type 1. Le diabète de l'adulte, c'est le type 2. C'est le plus fréquent. C'est 9 cas sur 10. Ce diabète-là est dû à beaucoup de choses, parmi lesquelles la mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, le tabac et bien d'autres facteurs. Si on regarde l'alimentation, qu'est-ce qui chez l'adulte crée du diabète dans l'alimentation? C'est quand on mange trop salé, trop sucré, trop gras, ou qu'on ne mange pas assez de fruits ou de légumes. Donc voilà ce qui peut, chez l'adulte, contribuer à créer de l'excès de poids, de l'obésité et en conséquence du diabète, de l'hypertension. Donc ces problèmes que j'ai cités là tout à l'heure, les problèmes d'alimentation, d'activité physique, etc., ne créent pas que du diabète d'ailleurs. Ça crée de l'obésité, ça crée de l'hypertension, ça crée du cancer, ça crée beaucoup d'autres maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles. Est-ce que c'est génétique? La réponse est oui. Dans les deux cas, il y a une part d'hérédité. Parce que pour faire une maladie auto-immune, il y a des familles dans lesquelles on a plus de maladies auto-immunes que d'autres. D'accord. Mais cette hérédité-là, notamment pour le diabète le plus fréquent, celui de l'adulte, ne va s'exprimer que si on a des facteurs environnementaux qui viennent l'accompagner. Même si on est diabétique de père et de mère, si on fait attention au poids, à l'alimentation, à l'exercice physique, on ne fume pas, on réduit son niveau de risque. Donc le diabète le plus fréquent, on peut le prévenir, le diabète de l'adulte. Le diabète de l'enfant, pour l'instant, les médecins ne savent pas le prévenir. Dans les deux cas, on ne sait pas guérir le diabète. Parce que le diabète, c'est la perte de la capacité à contrôler le taux de sucre. Chez l'enfant, cette perte de capacité à contrôler le taux de sucre est due au manque d'insuline. On amène de l'insuline, quelle que soit la manière dont on l'amène, on règle le problème. Chez l'adulte, c'est parce qu'on n'utilise pas bien l'insuline. Et là, la palette, c'est-à-dire la variété d'outils que les médecins peuvent utiliser pour ramener la glycémie à la normale, est plus large. On va agir sur l'alimentation puisque l'alimentation a contribué. On va agir sur l'activité physique parce que ça a contribué. On va tenter d'arrêter le tabac. Et à côté de cela, on va ajouter des médicaments, bien souvent des comprimés au départ. Très bien. J'espère que c'est des enseignements très enrichissants. Mais nous sommes pris par le temps, professeur. Le temps, la télé, c'est le temps. Oui. Notre temps est imparti. Monsieur professeur, je rappelle que professeur Nabi Moussa Baldé, diabétologue en service au CHU, donc a été notre invité avec ses protégés. Il y en a plusieurs, ils sont tous Mes pas là. amis. J'irai, tu peux venir, c'est la fin de cette émission, on va clôturer ça ensemble. Le dernier mot, vous l'avez dit. Alors, le dernier mot, très rapidement, on va clôturer. Alors, IDF, Africa Young Leaders in Diabetes, Advocacy Camp, Kendumaya, mais j'arrive pas à prononcer ce mot, Kendumaya. Guinée, c'était alors la formation que vous avez organisée à Koya. Le 13 au 17 février 2019 et c'est fini. Et nous sommes là pour relater un peu ce qui s'est passé là-bas avec des jeunes leaders. Les jeunes leaders. Vous n'êtes pas malades, nous sommes tous ensemble. Vous n'êtes pas malades et nous allons aider les autres à surmonter leur peur. C'est la peur seule, tout simplement. Alors, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque fois que le thème diabète se profile quelque part. Vous êtes mieux placé pour nous enseigner et nous enrichissons à travers vous et puis vous, leaders. Merci également d'être venus en Guinée. J'espère que le séjour a été, n'est-ce pas? Alors, on t'appellera d'ici Madagascar. Alors, on va le faire. Mon frère Jirès, aussi qui vient du Cameroun, était de la partie, il a raconté son histoire, ses perspectives. Une fois au retour au pays, il va se battre pour aider les autres. Oui. Et il y a tous les autres. Merci à l'équipe qui m'accompagne tous les jours pour la réalisation de cette émission. Merci également à Madame Silla Magui Diop depuis Laval qui suit régulièrement cette émission et sa meilleure amie Madame Keita Fatmata Doumbouya depuis le ministère de la Santé
qui nous félicitent. Vraiment. On les salue. Voilà. Je connais bien madame. Très bien. Madame, alors, exactement. professeur, il nous félicite, il nous encourage, pas Oui, nous félicite, super. nous encourage pour ces différentes initiatives. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de votre alimentation, votre environnement et de garder le sourire aussi. Professeur, c'est pas une thérapie? Exactement. Très bien, c'est une thérapie. Alimentation saine, équilibrée, moins gras, moins sucré, moins salé. Exactement. Alors, et des c'est fruits ça. et légumes. Fruits et légumes et de faire l'exercice physique aussi. Exactement. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci. Alors.